Nous arrivons à la dernière étape de notre exploration du financement. Et pour clore ce chapitre, nous allons revenir à la source. Vous vous souvenez? Dans le module 2, nous avions déjà évoqué le bootstrapping. Nous en avions parlé sous l'angle de la tactique. Nous avions vu comment, grâce à la baisse des coûts et aux outils numériques, il était possible de démarrer léger, sans dépenser des fortunes. C'était le bootstrapping vu comme une méthode de démarrage. Aujourd'hui, dans ce module consacré à la stratégie financière, je veux que nous allions beaucoup plus loin. Je veux que nous parlions du bootstrapping non plus comme d'un système D pour des débutants fauchés, mais comme une philosophie politique et stratégique majeure. Il y a une idée reçue tenace qui circule dans les dîners en ville et les incubateurs. Cette idée, c'est que l'autofinancement est une solution par défaut. On se dit, le pauvre, il n'a pas réussi à lever de fonds, donc il est obligé de bootstrapper. On voit ça comme une étape transitoire, un purgatoire avant le paradis de la levée de fonds. C'est une vision totalement fausse. Pour les entrepreneurs les plus aguerris, pour ceux qui ont compris les règles du jeu à long terme, le bootstrapping est un choix de luxe. C'est une décision délibérée, consciente et souvent courageuse de refuser l'argent facile pour préserver l'essentiel. Dans cette vidéo, nous allons élever le débat. Nous allons voir pourquoi choisir de ne pas lever de fonds peut être la décision la plus ambitieuse que vous puissiez prendre. Nous allons définir ce qu'est une entreprise souveraine, et pour prouver que ce modèle n'est pas réservé aux petites épiceries de quartier, nous allons raconter l'histoire incroyable d'un titan de la tech, un géant qui regarde Google et Microsoft dans les yeux et qui n'a jamais pris un seul centime d'un investisseur, Zoho. 1. La stratégie de la souveraineté. Pourquoi refuser les millions? Pourquoi quelqu'un refuserait un chèque de 5 millions d'euros? Cela semble contre-intuitif. La réponse tient en un mot, l'alignement. Quand vous choisissez le bootstrapping intégral, vous alignez parfaitement 3 choses. Vos intérêts, ceux de vos clients et ceux de vos employés. Il n'y a pas de parasite dans l'équation. Analysons les super-pouvoirs stratégiques que cela vous donne. Des pouvoirs que les startups financées par VC perdent dès la signature du pacte. Super-pouvoir numéro 1, le client est le seul roi, pour de vrai. Dans une startup VC, il y a 2 clients. Celui qui utilise le produit et celui qui détient les actions. Et quand il y a un conflit entre les deux, c'est souvent l'actionnaire qui gagne. On augmente les prix, on vend les données des utilisateurs, on dégrade le service client pour augmenter la marge. Tout ça pour satisfaire les objectifs trimestriels. En bootstrapping, cette tension n'existe pas. Votre seule source de revenus, c'est le client. Si le client n'est pas content, vous mangez pas. Cette pression saine vous oblige à construire un produit d'une qualité exceptionnelle. Vous ne pouvez pas tricher avec du marketing financé par des investisseurs. Votre produit doit être bon. Point. Super pouvoir numéro 2, le temps long, l'horizon infini. C'est le luxe ultime, le temps. Un VC a une horloge dans la tête, 5 à 7 ans pour sortir. Un bootstrapper a l'éternité devant lui. Vous voulez passer 2 ans à refondre votre architecture technique pour qu'elle soit parfaite? Vous pouvez. Vous voulez investir dans la formation de vos employés juniors, même si ça ne rapporte rien avant 3 ans? Vous pouvez. Vous voulez traverser une crise économique en baissant votre propre salaire pour ne licencier personne? Vous pouvez. Vous n'êtes pas esclave du court-termisme. Vous bâtissez une cathédrale, pas un stand de foire. Super pouvoir numéro 3, la résilience, le modèle du chameau. Dans la Silicon Valley, on vénère la licorne, la créature magique, mythique, mais qui n'existe pas. Le bootstrapper, lui, vénère le chameau. Le chameau n'est pas très glamour. Il ne vole pas, il ne paillette pas, mais il peut traverser le désert sans boire pendant des semaines. Il est solide, il survit aux tempêtes. Une entreprise bootstrappée est obsédée par sa trésorerie et sa rentabilité. Elle a des coûts fixes bas, elle a des marges saines. Quand une crise arrive, comme le Covid ou l'inflation, les licornes qui brûlent du cash meurent de soif. Les chameaux continuent d'avancer. L'autofinancement est la meilleure assurance vie contre les retournements de marché. 2. Étude de cas, Zoho, l'empire invisible. Vous vous dites peut-être, c'est bien beau tout ça, mais sans investisseurs, on reste petit. On ne peut pas concurrencer les GAFAM. Laissez-moi vous présenter Zoho Corporation. Vous connaissez probablement Google Workspace, Gmail, Docs ou Microsoft Office. Vous connaissez Salesforce. Zoho fait exactement la même chose. Il propose une suite complète de logiciels pour les entreprises, CRM, email, traitement de texte, comptabilité. C'est un marché ultra compétitif, dominé par les plus grandes entreprises de la planète, qui ont des budgets illimités. Mais regardons les chiffres de Zoho aujourd'hui. Plus de 12 000 employés, plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde, des bureaux dans le monde entier, du Japon aux États-Unis en passant par l'Inde, un chiffre d'affaires estimé à plus d'1 milliard de dollars par an. Ils ne publient pas leurs chiffres précis car ils n'y sont pas obligés. Et surtout, une rentabilité insolente. Et le chiffre le plus important de tous, 0.
$0 levé par de VC, 0 dette, 100% du capital appartient aux fondateurs et aux employés. L'architecte de ce miracle s'appelle Sridhar Vembu. C'est un homme discret qui ne vit pas dans la Silicon Valley, mais dans un petit village du sud de l'Inde, où il se promène souvent pieds nus. L'histoire de Zoho est une masterclass de stratégie bootstrap. Au début des années 2000, alors que Zoho commençait à décoller, un célèbre investisseur de la Silicon Valley est venu voir Sridhar. Il a posé un term sheet sur la table. En gros, un chèque en blanc. Il lui a dit « Prends cet argent. On va faire de toi le next Salesforce. Tu seras milliardaire dans 4 ans. » Sridhar a regardé le contrat. Il a vu les clauses. La perte de contrôle, l'obligation de sortie. Il a dit non. L'investisseur était stupéfait. « Tu es fou, tu ne pourras jamais survivre sans nous. » Sridhar a répondu par une phrase qui devrait être gravée au fronton de toutes les écoles de commerce. « Je ne veux pas d'une sortie. Pourquoi voudrais-je sortir ? J'aime ce que je fais. Je construis une institution. Je ne veux pas être un employé dans ma propre entreprise. » Il a compris que l'argent du VC n'était pas un cadeau, mais une laisse. Une laisse dorée, certes, mais une laisse quand même. Parce qu'il n'avait pas l'argent illimité du marketing, Zoho a dû tout miser sur le produit et l'ingénierie. Ils ont créé une suite d'outils tellement intégrés et tellement abordables que les PME du monde entier se sont jetés dessus. Ils ont dépensé 10 fois moins que leurs concurrents en publicité et 10 fois plus en R&D. Mais l'aspect le plus fascinant de leur liberté, c'est ce qu'ils font de leur argent. Puisqu'ils n'ont pas d'actionnaires à gaver de dividendes, ils réinvestissent dans leur vision. Sridhar Vembu a réalisé que le système universitaire traditionnel ne formait pas les talents dont il avait besoin et que beaucoup de jeunes brillants n'avaient pas les moyens de payer des études. Il a créé la Zoho University, maintenant Zoho Schools. Il recrute des jeunes à la sortie du lycée, souvent issus de milieux modestes. Il les paie pour étudier pendant 2 ans dans son école interne et ensuite il les embauche comme ingénieurs. Aujourd'hui, 15% des effectifs de Zoho, y compris certains managers de très haut niveau, n'ont pas de diplôme universitaire. Ils sortent de l'école Zoho. Aucun conseil d'administration piloté par des financiers de Wall Street n'aurait autorisé une telle dépense. Ils auraient dit « c'est inefficace, externaliser le recrutement, ça coûte trop cher ». Mais Sridhar est le seul maître à bord. Il a décidé que c'était bon pour son entreprise et bon pour le monde. Alors, il l'a fait. Zoho prouve qu'on peut être un géant technologique, être à la pointe de l'innovation, générer des profits massifs, tout en restant libre. Sridhar Vembu est aujourd'hui sur le papier une des plus grandes fortunes d'Inde. Mais contrairement à d'autres, il dort sur ses 2 oreilles. Il ne craint pas de crash boursier, il ne craint pas qu'un investisseur le vire. Il est souverain. 3. Le choix vous appartient. Alors, que cela signifie-t-il pour vous ? Cela signifie que le bootstrapping n'est pas une contrainte budgétaire. C'est une posture mentale. C'est de se dire « je vais construire une machine qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme ». C'est accepter que la croissance sera peut-être plus lente au début. C'est le principe de la courbe exponentielle. La courbe du VC monte très vite au début, injection de cash. Mais elle peut s'écraser brutalement ou plafonner. La courbe du bootstrapper est plate au début, le temps de trouver les clients. Mais elle est saine. Et quand l'effet cumulé de la réputation et du produit commence à jouer, elle monte, et rien ne peut l'arrêter. Choisir le bootstrapping, c'est choisir la difficulté immédiate pour la sérénité future. Choisir le VC, c'est choisir la facilité immédiate, l'argent est là, pour la difficulté future, la pression des résultats. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix absolu. Tout dépend de ce que vous voulez faire de votre vie. Voulez-vous briller fort et vite, quitte à exploser en vol ? Ou voulez-vous construire quelque chose qui dure, qui vous ressemble et dont vous tiendrez les rênes jusqu'au bout ? Si vous choisissez la deuxième option, sachez que vous n'êtes pas en retard ou moins ambitieux. Vous êtes simplement en train de suivre les traces de géants comme Zoho, Mailchimp ou Patagonia. Vous êtes en train de bâtir votre souveraineté. Voilà, nous avons fait le tour du paysage financier, des abysses du manque d'argent initial au sommet vertigineux du capital risque, en passant par les plaines fertiles du bootstrapping et des financements alternatifs. Vous avez maintenant une vision à 360 degrés. L'argent n'est plus un monstre caché sous le lit, c'est un outil posé sur l'établi. Vous savez lequel prendre et quand. Nous avons déconstruit les mythes, nous avons acquis les compétences, nous avons compris l'argent. Il reste maintenant à affronter le dernier boss, le plus imprévisible, le plus sauvage. Le monde lui-même. Car une fois que vous avez l'idée, l'argent et la compétence, vous allez vous heurter à la réalité. Et la réalité, mes amis, c'est le chaos. Mais la bonne nouvelle, c'est que le chaos est une échelle. C'est ce que nous allons voir dans le prochain module. Bienvenue dans le chaos organisé.